L'invitée du jour est Claire Launay. Elle est la vice-présidente de l'organisme Le Québec, c'est nous aussi. En compagnie des représentants de la Maison d'Haïti et du TCRI, elle a co-signé le 4 avril dernier une lettre ouverte parue dans le quotidien Le Devoir qui avait pour titre Notre humanité peut être universelle. Avant d'aborder la lettre, je voudrais d'abord savoir, Claire Launay, qu'est-ce que le Québec, c'est nous aussi? Bonjour, déjà merci de me recevoir et puis de me donner l'opportunité de venir parler un petit peu plus en longueur de ce sujet-là aujourd'hui. Le Québec, c'est nous aussi, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis officiellement un peu moins d'un an, mais ça fait vraiment 2 ans qu'on est actif sur le terrain et on est là pour faire la défense des droits et des conditions de vie des personnes immigrantes au Québec. Donc c'est assez simple et pourtant la mission est difficile, il y a beaucoup d'enjeux différents. Donc on est vraiment là pour faire du plaidoyer politique, pour vraiment faire entendre la voix des personnes immigrantes au Québec, qui est souvent peu entendue dans les discours et dans les discussions qu'on a sur l'immigration. Je vais être tout à fait honnête. Lorsque j'ai entendu parler de cette organisation, de cet organisme plus exactement, le Québec, c'est nous aussi, c'est lors de la réforme engagée à l'époque par le ministre de l'immigration, pas le nouveau, mais l'ancien ministre de l'immigration, la réforme du PEQ ou du PEC, je ne sais pas exactement comment on l'appelle quand c'est abrégé, qui est le programme de l'expérience québécoise. En fait, il y a eu plusieurs choses. C'est sûr que la réforme du PEQ, c'est ce qui a lancé beaucoup de choses, mais on avait déjà une réflexion avec plusieurs personnes sur la représentation de l'immigration au Québec. Donc, on savait qu'on voulait faire changer un petit peu le discours. Quand la première mouture de la réforme est sortie en novembre 2019, il y a eu quelques mouvements de contestation déjà à l'Assemblée nationale, et donc le gouvernement a dû faire marche arrière. Puis ensuite, on s'est réorganisé pour pouvoir soumettre des solutions en fait dans les consultations publiques en mars 2020, et ensuite quand la deuxième mouture est sortie en mai, on a été beaucoup à être déçus de la direction que prenait le gouvernement là-dessus. Pourquoi avez-vous été déçu? Parce que justement, donc ça, comme vous disiez, là, c'est vraiment un programme. Moi, c'est le programme par lequel j'ai eu la résidence permanente. C'est un programme qui permet aux gens qui ont soit obtenu un diplôme ou un certificat du Québec ou qui ont travaillé pendant un certain temps au Québec d'accéder à la résidence permanente. Donc, c'est vraiment un programme qui permet à des gens qui sont déjà intégrés ici par définition, de pouvoir s'y établir et d'avoir un statut moins précaire. Et là, en fait, ce que faisait le gouvernement avec cette réforme, ce qu'il a fait, c'est de restreindre les critères d'admissibilité. Donc, c'est-à-dire que pour les étudiants, et maintenant, il fallait ajouter une année de travail par-dessus le diplôme, ce qui était quand même on était dans un contexte de pandémie où beaucoup de personnes avaient perdu leur emploi. Et là, on demandait aux étudiants fraîchement diplômés d'obtenir une année d'expérience professionnelle pour pouvoir accéder à la résidence permanente. Et pour les travailleurs, alors qu'avant, ils avaient besoin d'une année d'expérience, là, il fallait 2 années. Mais surtout, avant, dans le programme, c'était toutes les catégories d'emplois qui étaient admissibles. Donc, qu'on soit comme au cadre dirigeant ou préposé à l'épicerie, comme si on avait travaillé un an au Québec, le Québec considérait qu'on était intégré et qu'on pouvait rester de façon permanente. Et là, avec cette réforme, c'était vraiment, ça devenait exclusif aux catégories 0, A et B de la catégorie nationale des professions. Et en fait, c'est les catégories les plus qualifiées. Donc là, on excluait pratiquement toutes les professions qui étaient vraiment qualifiées d'essentielles en fait, exactement à ce moment-là. Donc préposés aux bénéficiaires, les gens à l'épicerie, beaucoup d'emplois dans le transport, dans la transformation alimentaire étaient exclus. Tout d'un coup, toutes ces personnes-là ne pouvaient plus avoir accès à la résidence permanente avec ce programme-là. Donc c'est quand même un changement de cap majeur. Votre lobbying, vos différentes actions, est-ce que ça, au minimum, fait changer un peu la loi ou elle a été adoptée telle qu'elle? Il y a eu quelques changements mineurs, notamment pour, par exemple, accepter les expériences de stage euh, des étudiants comme une expérience professionnelle. Mais globalement, le changement de règlement a été adopté presque tel quel. Donc, mais c'est sûr que nous, on s'est rendu compte en fait dans ce combat-là que il y avait beaucoup d'immigrants qui étaient affectés par cette réforme et qu'il y avait personne qui parlait pour nous en fait. Donc c'est ce qui nous a réveillés, mais c'est maintenant notre cause est beaucoup plus large parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait personne non plus pour parler pour
les emplois CDD, justement, les personnes dans des emplois un peu moins qualifiés, personne s'exprimait pour eux. Là, on a vu comme des universités s'exprimer pour les étudiants, mais il y avait comme un trou à cet endroit-là pour parler de ça. Alors parlons un peu de cette lettre collective, cette lettre ouverte collective, Claire Launay, que vous avez signée avec, je rappelle encore, la Maison d'Haïti et le TCRI, qui a pour titre Notre humanité peut-être universelle. Je vais schématiser un peu, hein, et vous allez me le permettre. Ce que je comprends, c'est que alors qu'on vous disait il y a encore peu que le Québec n'avait pas les capacités, n'avait pas ou plus les capacités ou la capacité d'intégrer de nouveaux immigrants. La réaction de ce même gouvernement devant la crise des réfugiés ukrainiens vous a quelque peu, je dirais quoi, surprise, qui fait qu'aujourd'hui vous dites à travers cette lettre, en définitive, que vous ne souhaitez pas une politique du genre deux poids deux mesures. Est-ce que, oui, j'ai caricaturé, mais est-ce que c'est à peu près ça? Mais dans l'esprit, c'est vraiment ça, en fait. Nous, on est vraiment rassurés de voir la réaction du gouvernement québécois et du gouvernement canadien en ce qui a trait J'entends comme à... une ironie dans rassurer là. Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est que le Québec soit une terre d'accueil pour des réfugiés. Ça, c'est vrai. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture. C'est juste que, justement, avec la Maison d'Haïti et la TCRI, on faisait partie d'une coalition pour la régularisation depuis un petit moment là, et on a rencontré beaucoup de résistance de la part du Québec pour donner accès à un statut permanent à des gens qui sont déjà ici, qui sont en demande d'asile, qui ont travaillé dans les services essentiels, qui ont vraiment comme lutté contre la Covid avec nous. Là, on nous a dit il n'y a pas la capacité d'intégration. Mais et donc là, ça a été vraiment une grosse surprise quand on a vu le ministre de l'Immigration, Jean Boulet, dire on pense qu'on a la capacité d'intégration pour faire venir tous ces réfugiés, très bien. Et si on se rend compte qu'on n'en a pas, on pourra réévaluer les budgets. Puis là, tout d'un coup, on était comme on savait pas que c'était possible de réévaluer les budgets. C'était pas une option qui était sur la table avant, en fait. Donc, c'est un peu comme c'est difficile d'ignorer ça. Voilà, c'est difficile de ne pas voir un double standard parce que bien sûr, un grand nombre des personnes qui sont en demande d'asile qui auraient bénéficié de ce programme d'accès à la résidence permanente en 2021, c'est pas des personnes qui viennent d'Ukraine, beaucoup de personnes d'Haïti ou d'autres pays du Sud. Et donc là, on a l'impression qu'il y a un petit peu en double standard que parce que c'est des Ukrainiens pour une certaine raison, là on est capable, le gouvernement se sent capable d'augmenter sa capacité d'intégration. Donc c'est comme s'il y avait toujours eu l'argent dans les coffres, mais qu'ils n'étaient pas forcément enclins à le dépenser avant. Mais juste une petite question. Est-ce avant cette lettre-là, est-ce que vous avez communiqué, avant de publier la lettre, je veux dire, est-ce que vous avez communiqué avec le ministère de l'Immigration pour avoir un peu plus d'explications ou pas? Mais pour être honnête, là, on attend que la crise passe un peu parce que c'est difficile de vraiment discuter et de négocier avec les gouvernements pendant les crises. Ça, c'est autant du côté du Québec que du côté du Canada. Donc là, je vous dirais qu'on laisse un petit peu l'orage passer, mais on prend note. Donc, on arrive bientôt en élection. C'est quelque chose que nous, on voudra voir peut-être dans les plateformes, voir comment les différents partis se positionnent par rapport à ça. Suite à cette crise-là, je pense que la crise a vraiment mis en valeur ce double standard que nous, je pense qu'on soupçonnait déjà, mais là, c'est comme on peut plus le nier. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on le voit pour l'instant. Alors, permettez-moi d'être peut-être un peu plus concret, plus illustratif, plus terre à terre. Vous êtes en train de nous dire que deux réfugiés, un venant d'Haïti qui est ici depuis 2-3 ans, qui évidemment n'a pas encore ses papiers parce qu'il est demandeur d'asile, mais qui a par exemple travaillé pendant la pandémie, aujourd'hui n'aura pas droit à une résidence permanente, mais pourtant un réfugié ou une réfugiée d'Ukraine qui a fui la guerre, qui est passé par la Pologne et différents autres pays, est arrivé au Canada, au Québec, a plus de chances d'obtenir une résidence permanente. Est-ce que c'est, grosso modo, c'est ça? En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que dans le fond, le Québec n'a pas tant de pouvoir que ça pour vraiment donner la résidence permanente à des demandeurs d'asile. Là, c'est vraiment quelque chose qui appartient plus au Canada. C'est plus qu'on voit le nombre de réfugiés qui pourraient venir d'Ukraine et on connaît les inquiétudes du Québec par rapport à la capacité d'intégration. Disons qu'il donne une chance de plus.
à ces personnes-là de s'intégrer. La décision ensuite du statut de réfugié, de la demande d'asile qui est acceptée, ça, c'est pas vraiment le Québec. Donc, on ne sait pas si ces personnes-là vont vraiment pouvoir avoir accès à la résidence permanente. Ce qu'on voit, c'est qu'on leur donne une chance un peu supplémentaire, on va dire, par rapport à d'autres personnes qui sont déjà ici. En fait, nous, c'est ça la distinction qu'on fait aussi, c'est on a des personnes qui sont déjà ici, qui travaillent ici, donc par définition, qui sont déjà intégrées, et vous mettez des bâtons dans les roues pour qu'ils restent, puis d'un autre côté, vous voulez comme ouvrir les vannes, puis nous, ça nous fait plaisir là d'accueillir des réfugiés ukrainiens, on n'a aucun problème avec ça, mais c'est ça, c'est le double standard, on veut ouvrir les vannes de ce côté-là. Alors, dans votre lettre ouverte, Claire Launay, vous faites quand même je vais dire quoi, une petite sortie parce que vous faites allusion à la loi 96, notamment en son article 22.4. Où vous dites qu'elle obligera, et là j'ouvre les guillemets, obligera bientôt tous les agents du service public à ne communiquer qu'en français avec les personnes immigrantes à partir de 6 mois après leur arrivée. Cet article fait preuve de manque de considération pour les traumatismes et les difficultés que ces personnes peuvent avoir vécues. J'arrête et je ferme là les guillemets de la citation. Vous profitez un peu de cette, on va le dire comme ça quand même, vous profitez de cette question d'accueil des réfugiés pour remettre sur la table la loi 96 ou le projet de loi 96 qui, on le sait, fait quand même pas mal débat au Québec. Ouais, le projet de loi 96, c'est ça, c'est un sujet qui fait débat un petit peu dans toutes les sphères de la société, même dans le milieu des affaires aussi, ça a des enjeux différents. C'est sûr que pour nous, c'est vraiment cet article-là qui pose problème parce que 6 mois pour apprendre une langue, puis le français, c'est pas une langue facile. Puis c'est pas seulement apprendre une langue, mais c'est 6 mois pour se trouver un appartement, sûrement se trouver une job, comme s'intégrer ici, commencer une nouvelle vie ici. Et par-dessus ça, apprendre une langue suffisamment pour pouvoir communiquer avec des agents du service public, même pour des personnes hautement qualifiées qui reviennent pas de situations de guerre, nous, on trouve que ce n'est pas réaliste, en fait. Donc, on trouve aussi que c'est difficilement applicable. C'est comment on va appeler au téléphone à la RAMQ, puis ils vont nous demander depuis combien de temps on habite au Québec, et en fonction de notre réponse, ils vont changer la langue. C'est difficile à appliquer, mais c'est sûr que dans le contexte d'accueil de réfugiés, c'est particulièrement ça manque de sensibilité, on va dire. Là, c'est des personnes qui fuient des situations vraiment dangereuses, des endroits où ils sont persécutés. Puis là, on leur dit top chrono, vous avez 6 mois. Après ça, seulement dans des cas vraiment extrêmes, on vous parlera dans une autre langue, mais sinon, c'est tout en français. C'est difficile, c'est des personnes qui ont juste envie d'être dans un endroit sécuritaire. Leur mettre des bâtons dans les roues, c'est peut-être pas la meilleure manière de les faire sentir accueillis et dans la bienveillance, quoi. Alors revenons sur l'organisme, le Québec c'est nous aussi. Quel est dans votre agenda, quels sont les chantiers que vous avez en ce moment, sur quoi est-ce que vous êtes en train de plancher? Merci pour la question. On travaille sur beaucoup de choses, donc ça me fait vraiment plaisir d'en parler. Il y a vraiment plusieurs enjeux en ce moment qu'on regarde. À l'approche des élections, c'est sûr que nous, on construit notre propre plateforme pour vraiment ensuite parler aux partis et voir un petit peu ce que eux peuvent faire pour nous. On est beaucoup sur la scène fédérale en ce moment, donc ce qu'on essaye de faire passer, c'est vraiment la création d'un poste d'une ombudsperson à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, parce qu'on remarque qu'il y a un grand manque de transparence dans le traitement des dossiers. Des personnes qui devraient être acceptées pour des permis de travail, des permis d'études, se font rejeter pour des motifs qu'on trouve assez arbitraires régulièrement. Donc nous, on voudrait qu'il y ait plus de transparence, plus de responsabilité d'IRCC de ce côté-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en ce moment. Les délais de traitement pour tous les programmes. Il y a vraiment un problème de gestion important dans ce ministère-là. Et ça met les personnes immigrantes dans des situations vraiment précaires. Soit ils sont dans des permis de travail fermés qui les lient à leur employeur, donc ce qui quand même peut mener à des situations d'abus. Enfin, il y a une dynamique de pouvoir importante là quand l'employeur a du pouvoir sur le statut d'immigration de la personne. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on préfère. Et puis, c'est ça, il y a tout l'enjeu du Québec et du Canada qui font vraiment augmenter de manière importante le nombre de travailleurs temporaires
pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre au Canada, ce qui est une des solutions qui est possible. Mais le problème, c'est qu'ils font pas augmenter leur seuil de résidence permanente. Donc, on fait augmenter le nombre de personnes qui sont dans des situations quand même instables, sur des permis de travail temporaires, mais on veut pas du tout toucher au seuil de résidence permanente. Donc, il y a un moment où soit ces personnes-là vont vouloir quitter le Québec parce que ce sera peut-être plus stable ailleurs, soit ils vont tout simplement quitter le Canada parce qu'ils vont trouver un autre pays où ils vont pouvoir faire leur vie de façon plus permanente. Donc nous, on voit déjà un petit peu ce problème-là se profiler. Alors, vous faites partie de ces organismes qui talonnent un peu les partis politiques. Là, on sait qu'on va avoir des élections au mois d'octobre. Euh, je parle ici d'élections provinciales au Québec. Est-ce que vous avez déjà des demandes pour ces partis? Est-ce que vous allez intervenir pendant ces élections? Ouais, on est en train de finaliser ça ce mois-ci. Je vous dirais que pour les élections provinciales, ce qu'on se prépare à faire beaucoup, c'est beaucoup de pédagogie, parce qu'à chaque élection, on parle beaucoup d'immigration, de seuil, de résidence permanente, mais en fait, les gens ont vraiment la difficulté à comprendre tout ce que ça veut dire et comment est-ce que ça a un impact sur la vie des gens. Donc nous, on se prépare un petit peu à venir challenger ce qu'on entend dans le discours, dans les médias, dans les politiques de différents partis, pour vraiment apporter cet œil, on le veut le plus objectif possible, juste rappeler, quand on parle de seuil, on parle pas de nouveaux arrivants. On parle de personnes qui ont la résidence permanente. C'est pas forcément ça que les gens ont en tête, par exemple. Donc, on prépare un petit peu tout notre contenu de cette manière-là parce qu'on sent que l'immigration, comme à la dernière élection, ça va certainement être un enjeu clé encore de l'élection. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui, probablement, en vous écoutant, ont envie de prêter main forte à votre organisme. Le Québec, c'est nous aussi. Est-ce que vous en avez, d'abord, est-ce que vous avez besoin de monde? Et puis, si oui, comment ils font ou comment font ces personnes pour vous joindre? Ah, bien sûr qu'on est ouvert à ça. Je l'ai pas précisé, mais on a une équipe 100% bénévole. On fait tout ça par-dessus nos jobs de 9 à 5. Donc, on veut toujours des personnes qui peuvent nous aider. En plus, on cherche tout le temps des nouveaux talents et puis des nouvelles perspectives aussi, parce qu'on vient tous avec notre propre histoire, notre propre bagage d'immigration, mais c'est toujours important d'avoir plusieurs perspectives. Pour nous joindre, on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc, vous pouvez tout simplement nous écrire sur une de ces pages-là, puis on check ça tous les jours. Ça nous fera vraiment très plaisir d'agrandir l'équipe pour pouvoir mieux défendre la cause des personnes migrantes au Québec. Mhm. Merci beaucoup Claire Launay. Je voudrais terminer notre petite conversation avec ce qui est le dernier paragraphe de votre lettre. J'ouvre les guillemets. La crise ukrainienne a réveillé un élan de solidarité au Québec. Ne faisons pas l'erreur de voir cette solidarité se limiter à un peuple, à une crise, à un moment. Notre humanité est en jeu. Fin de citation. Merci encore à vous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association Le Québec, c'est nous aussi, et vous en êtes la porte-parole. Ben, merci à vous. Mon nom est Cyril Ekwala.
Mon nom est Cyril Ekwala.